Ok. Alors, Guy, est-ce que tu veux commencer? Alors, on va commencer par les rapporteurs. Alors, qui commence par les rapporteurs? Oui, vous voulez commencer? Allez. Alors, j'ai quelques questions sur les classes d'existence pour les traces locales. Vous avez beaucoup de résultats d'existence pour des mesures initiales, disons, très variées, très générales, parfois très singulières. Il y a des cas, je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas dedans. Est-ce que c'est parce que c'est difficile ou est-ce qu'on ne sait pas? Alors, par exemple, il y a un cas qui m'intéresserait, c'est U0 dans L1 log et Q supérieur ou égal à B. Est-ce que U0 dans L1 log L1 log ou même dans L1, ou même si on veut, mais avec Q supérieur ou égal à B. Je ne vais pas comprendre ta question. Est-ce qu'on a existence d'une solution, au moins d'une solution, pour U0 dans L1 log? Pour quelle équation? Là, je parle de l'équation d'Hamilton-Jacobi. D'accord, dans Rn ou dans Rn, avec Q supérieur ou égal à 2. Wow. Parce que pour Q inférieur à 2, vous avez existence dans L1 log. Si, je positif, bien sûr. Enfin, j'ai compris. positif. Je vais donner la réponse positive si on a plus l'hypothèse sur la condition initiale. Oui, c'est-à-dire que, par exemple, dans ton résultat avec quelqu'un, c'est-à-dire qu'il est constitué par monotone. Voilà, justement, on voudrait se débarrasser, on voudrait comprendre si c'est une vraie restriction. En général, je sais. Même avec les techniques de régularisation à l'infini que vous avez développées, on ne peut pas. Parce que le problème est qu'on n'a pas une majoration, c'est-à-dire que, bon, tout d'abord, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de problèmes dans qui plus grand que deux. Puis, un problème de régularité, voilà, ça c'est dans beaucoup de choses, difficultés. Autre problème, c'est-à-dire qu'on a perdu l'unicité. C'est-à-dire que, par exemple, si tu considères qu'un Q plus petit que 2 ou égal à 2, bon, tu prends une donnée, même si mesure quelque chose, tu vas approcher par un cycle très régulier, et par l'unicité, tu peux passer la limite, tu vas prendre, priori estimer, tu vas garder le résultat. Mais quand Q plus grand que 2, je sais. D'accord. Alors, toujours dans le même type de question, si maintenant on prend une trace initiale qui est, donc il y a une partie singulière, donc qui est de la forme S, S mu, donc j'ai vu que vous avez traité le cas où S est un compact, le cas où S est le complémentaire d'un compact. Est-ce qu'on peut traiter un cas complètement général, éventuellement pour Q inférieur à l'exposant critique, c'est nécessaire? Est-ce qu'on peut... Non, c'est Q plus petit que le critique est nécessaire. Parce que sinon, je ne vais pas prendre, par exemple, je vais pas prendre la mesure de dire, voilà, donc on n'a pas d'existence. Est-ce qu'on peut traiter, par exemple, le cas où U0 est infini partout? Donc le cas S égale Rn. Si. C'est-à-dire trace initiale infinie partout. Parce que ça, c'est un cas qui semble intéressant parce que ce serait une espèce de monstre, hein, de solution universelle qui dominerait tout le monde. Est-ce qu'on peut construire ça? Et ça, c'est... On n'a pas de les solutions, on est constante avec solutions. Alors, je ne dis pas qu'il est unique, hein. Il n'est peut-être pas unique, ces choses-là, probablement pas unique. Mais... pas tout à fait. Il faut la fixer un tout petit peu. Parce que tu as un Rn moins un tout petit peu. Oui, mais est-ce qu'on peut montrer alors qu'il n'existe pas? Est-ce qu'on a un résultat dans ce sens-là? Pas vraiment. C'est très joli de savoir parce que c'est quand même l'objet un peu maximal en tous les sens possibles et donc on aimerait avoir la réponse si c'est n'existe pas. Le problème est que comment tu peux mesurer je n'ai pas la réponse, mais comme vous avez beaucoup de résultats d'existence avec des traces initiales qui peuvent être très singulières, bon, compact ou S égale compact ou complément compact. Ça, je vais donner un exemple. Ouais. Bon, on va considérer le cas sémilinéaire. Bon, dans le cas sémilinéaire, on a l'estimation universelle. Bon, ça, c'est nous permet d'aller plus loin, c'est-à-dire qu'il va prendre une trace dans RL, l'infini dans RL. Mais dans le cas que tu
considère le cas carré, on n'a pas la. Non, mais bon, prenons le cas de l'équation la plus simple, ça peut être Rn, semi-linéaire, Q inférieur à Q étoile. Est-ce qu'on peut construire ou au contraire exclure cette solution avec une trace infinie par Q? C'est-à-dire, moi je pars que de N que j'ai connu, Oui, si semi-linéaire. tu prends une solution, tu ne sais pas a priori comment il croit à l'infini. Et si tu veux montrer que ça n'existe pas, tu supposes que ça existe. Et si c'est justement, pour l'instant, on est en train d'améliorer les estimations à l'infini pour essayer de montrer qu'elles sont majorées en R en X. Oui, parce qu'on sait qu'elle serait régulière à temps positif, parce que si on prend Q inférieur à 2, mettons, elle serait régulière à temps positif. Donc on saurait pas mal de choses. Elles peuvent être très grandes à l'infini. Donc pour l'instant, et quand une solution est très grande à l'infini, tu ne peux pas lui appliquer un principe de comparaison. On n'a pas d'ancrage. On peut dire, si tu veux, qu'elle est peut-être plus grande que la solution de la donnée initiale est K pour tout K. Et si elle est plus grande que la solution de la donnée initiale est K pour tout K, c'est K. Plus grande que. Une constante. Oui. Elle est plus grande que ta solution avec une donnée initiale constante. Et la constante est solution. Ça, c'est Mais très tu as utilisé un principe de important. comparaison. Non, mais c'est Moralement, oui. Il y en a Moralement, c'est ça. moralement, il y en a pas. Non, mais compris tronc. Je pense que Le le problème, Et donc avec cet argument, le fait que la solution soit grande à l'infini Le problème, n'est c'est n'importe qu'on quoi, va au contraire. donc on ne connaît pas complètement l'infini avec tronc comme ça. Donc le pigeon, c'est plutôt qu'un appart. bien sûr, il y en a pas. C'est pour l'équation, par exemple, l'équation stationnaire dans un univers bandé, en tout cas, il n'y en a pas. Et alors, si on veut compléter la description, donc il y a S égale compact ou S égale complément d'un compact. Est-ce qu'on peut prendre S un fermé quelconque Si. un fermé non égal à R? C'est-à-dire que F fermé, mais Pas compact. pas compact. Et ni complément compact. Un fermé. Ça, c'est, je pense que c'est possible. Je me suis demandé Parce en lisant la que, si, description, parce qu'on pourquoi va. il y avait ces deux cas, un peu complémentaires, mais Si. pas Non, très général. normalement, je pense que c'est possible. Par exemple, si tu prends le S non compact, par exemple, et parce qu'on a un résultat de liste, c'est qu'on va 0 ici, et on va l'infini les hausses. Et donc, on peut majorer le compact de S par exemple, je vais étendre un peu de S par S delta. Et je vais construire une solution qui va l'infini dans S delta. Après, je vais passer la limite comme état tombe avec 0. Et bien sûr qu'on va une suite de décroissance. Je pense que ça marche. En tronquant par des boules, quoi. En multipliant par l'indicatrice d'une boule et en passant la ligne. Bon, ici on prend un Rn. Voilà. Ici, ça c'est un combat. Bon, est-ce que tu veux Déos ici? Déos un combat, bon, je vais appeler ça c'est D1. Et tu veux S, les singuliers et Déos c'est D1. Bon, on a un stade, on peut construire une solution qui a 0 ici et l'infini ici. Voilà, bon, si tu prends un S, Déos de ça, je vais prendre S delta, il est un peu. Ça c'est S delta. Et je vais construire une solution qui est 0 ici et l'infini dans S delta. Et après, ça c'est lui l'état. Et quand je passe l'état dans le 0, je vais obtenir l'infini dans les ensembles S. Moi, j'ai essayé pour l'instant et on utilise dans nos démonstrations des arguments de complexité. Ouais. On peut peut-être espérer faire mieux. Jusque là, j'ai pas réussi. On y arrivera peut-être. D'accord. Est-ce que tu as d'autres questions? D'accord. On continue à gauche. Bon, je vais continuer puisqu'on est parti dans cette partie-là. Est-ce que quand, pour l'exemple que tu as rappelé, il y a quand même une partie qui va tendre vers 0 sur la boule et l'autre vers l'infini, est-ce que tu peux estimer la vitesse de convergence vers 0 de ta solution, enfin, quand tu tentes vers 0? À côté tombe avec 0. Oui. Si c'est. Bon, ça je prends mon B1. Et ça c'est pas. Là, ça c'est la ici, ça c'est la ici.
si vous voulez, estimation de la vitesse, la solution c'est-à-dire qu'on peut avec. Voilà. Bon, je vais utiliser un standard Cardillo supérieur, c'est-à-dire que je peux mesurer la UT par lambda n avec c'est lambda t. Bon, c'est-à-dire comme normalement, c'est-à-dire qu'on fait un résonance Dans la même moitié. voilà. Enfin, tu bouges plus. Si, c'est-à-dire que voilà, on prend un pouce, c'est-à-dire qu'on détaille quelque chose ici. Et ici, on sait bien la vitesse, le côté convexe. Oui, mais ça te fait le membre de droite tend pas vers 0 là. C'est pour tout lambda. Ça, Oui, mais c'est là je parlais. Ah, pour tout lambda. pour chaque lambda positif, je peux m'arranger ça. Ça montre déjà la convergence uniforme. Mais on a mieux. Oui, Quand on résout un problème de Cauchy directement dans une boule ou un demi, on a une convergence exponentielle à l'intérieur. parce que Parce qu'on a des estimations sur le bord de la question était motivée par le fait, si je me rappelle bien, pour la solution très singulière construite par Bresis, Pelletier et Terman. Donc après, il regarde les fonctions, les solutions fondamentales, et il montre que quand t tend vers 0, les solutions fondamentales avec le terme u puissance gamma, en fait, se comportent comme la solution fondamentale initialement de l'équation de la chaleur. Et la question était un peu dans du même tonneau, est-ce que lorsque t tend vers 0, en fait, u de t va se comporter plutôt comme l'équation de la chaleur localement, évidemment, loin du u. Ou est-ce qu'il se passe autre chose en fonction des valeurs de l'exposant? Oui. Là, je vais répondre pour moi-même parce que c'est la solution qu'on a construite en dimension 1. On connaît son comportement exact. Alors, il y a une puissance moins x2 sur 4, mais il y a une puissance de t qui n'est pas t moins n sur 2. Il y a une puissance qui est liée au gradient. C'est fait intervenir la valeur de t. Donc, c'est plus précis. D'accord. Est-ce que c'est un peu lié au fait que dans le Crandall sous Ganidis, ils ont en fonction des valeurs de Q, ils ont des valeurs différentes sur ce qui se passe au bord de leur grande solution géante? C'est beaucoup plus précis que ce C'est plus précis que... Déjà, il y a une sursolution qui a été obtenue par Foretal qui montre que c'est une décroissance exponentielle, mais il n'a pas la bonne décroissance exponentielle. Donc, j'ai obtenu des sous-solutions. Ça donnera pas non plus, ça donnera la meilleure exponentielle, mais il y aura encore une puissance à affiner. Parce que là, j'ai une puissance qui dépend explicitement du. Une fois que tu sais que dans la boule, donc le cylindre de construit sur la boule d'un demi, tu as une norme uniforme. Et il résume à l'intérieur de la boule d'un demi le problème de Cauchy électrique. Voilà, avec 0 en t égale 0, ça donne une décroissance exponentielle. Donc on a encore plus précis parce que le gradient va encore en rajouter. Et c'est constant sur enfin, la puissance moins constante sur tout, puissance de t. Ça dépend de la distance au bord. La puissance de t qui est dans le. La fonction f de rho de la solution seule similaire, elle est en rho puissance une certaine valeur fois l'exponentielle. Et c'est cette puissance qui contient encore la valeur de Q. Le noyau Cauchy électrique, ça correspond à une dérivée du noyau Cauchy par rapport à x. Ah oui. Le gradient rajoute encore. Juste une autre petite question. Est-ce que ce que tu as fait ici marchera aussi dans le cas du demi-espace? Demi-espace. Oui, Rn plus par exemple. Parce que là, tu regardes soit un ouvert borné avec Dirichlet, soit Rn tout entier. Si maintenant tu prends le demi-espace avec Dirichlet, C'est-à-dire que donc on prend le demi-espace, c'est-à-dire que tu considères le problème de la trace, non? oui, exactement la même question que tu as posée ici, mais dans un cadre un petit peu Entre les deux. entre les deux, voilà. Si, je pense que ça marche parce qu'on a une estimation de l'unité d'Excel. Elle dépend donc seulement le nombre NA dans l'espace régulier. Donc, je pense qu'on n'a pas problème de passer la limite qu'on prend la même technique parce qu'on a l'estimation l'unité d'Excel. Mais chez RL, on a aussi
l'espace de RN, je pense. Merci. Moi, je vais poser une question un peu naïve, parce que je suis naïf. Dans le gradient puissance, qu'est-ce qui compte en fait dans les résultats? Est-ce que c'est la croissance? Est-ce que c'est la convexité? Quelles sont les propriétés voilà, de ce terme qui font que les résultats marchent? Alors, on ne va pas toutes les repasser, mais un certain nombre. D'accord. Bon, c'est... Tout d'abord, il faut dire que la méthode de convexité, c'est-à-dire la souplesse-ingestion, l'ingestion de souplesse. C'est-à-dire, bon, c'est le problème de... Bon, c'est le Q, en Q plus petit que la valeur de critique, c'est-à-dire N plus 2 sur N plus 1, qui entre le problème de capacité. C'est-à-dire que, bon, si on a Q plus petit que 1 plus 2 sur N plus 1, on a l'estimation classique, c'est-à-dire que, comment ça, je vais écrire. Bon, on va faire quelque chose. Et ça, on a complexité. C'est-à-dire que le nombre de gradient il est mesuré par une constante C fois avec le plus n. Puissance Q. Pour n, ça qui fait la condition, ça c'est 2. Bon, tout d'abord, c'est bien de cette estimation. C'est-à-dire pour prouver l'existence d'une mesure de gradient bloqué. Mais quelque chose comme ça, on utilise beaucoup d'estimations. Il vient de Palas et Pierre, je pense. Et c'était pas nécessaire aussi. Donc là, sur cette estimation, si on remplaçait la non-linéarité par quelque chose qui croît en gradient puissance Q, ce serait pareil. Oui, si exactement. Voilà. Si tu joues ça, on va remplacer par fonction R. Mais le problème, il joue beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on va entrer l'unicité, parce que le R est le Q. Par exemple, un Q plus petit que ces valeurs, bon, on va choisir R plus grand que Q. Et on va jouer à grande l'unicité qui permet d'aller prouver l'unicité du problème de plusieurs appartient, n'est-ce pas, de mesure bornée, par exemple. Et donc, il nous permet d'aller plus dans le code figuré de la solution très singulier et quelque chose. Il y a autre problème en cube. Bon, je ne sais pas beaucoup de choses qui... Bon, normalement, ça, c'est mon idée, c'est-à-dire qu'il vient de la capacité. Il va jouer à rôle de l'estimation ici. Si tu veux, je pourrais te répondre complètement différemment. Ce qui est important pour ce gradient de Q, c'est que le Q soit plus grand que 1. Quand Q est plus petit que 1, on l'absorbe par l'équation de la somme. Mais quand Q est plus grand que 1, il apporte un effet régularisant énorme. Quand tu multiplies l'équation par phi, tu obtiens somme de l'unité phi, alors il y a moins gradu phi, plus gradu Q phi. Tu fais passer le gradu à droite, il est ensuite absorbé par le gradient Q de gauche. C'est le gradient Q qui emporte tout. C'est lui qui apporte tous les pratiquement toutes les estimations, c'est ce gradient qui apporte. D'accord. C'est la forme particulière. Ça veut dire que le F, il est compris entre C1 gradient de puissance Q et C2 gradient de puissance Q. C'est de la convexité. C'est la croissance en fait. C'est la croissance. C'est la croissance. J'ai la technique de l'égalité. Cette absorption, ça dirige la moitié de la tête. Le principe un petit peu de... D'accord. Donc le fait que ces gradients de puissance Q n'est pas essentiel, mais ce qui est essentiel, c'est que c'est plus grand que le gradient de puissance Q. C'est ça qui est essentiel. Sous-jacent, dans toute une trace, il y a toujours un petit peu de fonction convexe conjugée pour essayer de faire absorber la partie linéaire. Il faut quand même penser
qui est du comportement asymptotique, c'est n plus 2 sur n plus 1 qui est plutôt l'exposant critique qui va dire si c'est asymptotiquement linéaire ou asymptotiquement hyperbolique. Après, tu as des problèmes de... Il me demandait qu'est-ce qui est important dans ce gradient, est-ce que c'est sa forme? Je dis que le fait que tu sois plus grand que l'un, il est plus sens. Oui, c'est ça. Mais ça dépend de quel produit on regarde. Pour les effets régularisants, c'est ce que tu veux dire. Par contre, pour le comportement en temps grand, c'est peut-être pas Q égale 1, mais Q égale Q fois. De toute façon, il intervient partout. C'est très important. Pour la trace, il est fondamental. Soit tu as des Dirac, soit tu n'as pas. Oui, mais alors justement, pour revenir un peu à la question de Philippe, moi, dans ma culture, plus Q est grand et mieux ça marche. Donc, parce que justement, pour revenir à Randall-Lyon sous Ganidis, plus Q est grand, plus Bernstein fournit l'information. Donc, ça ne permettrait pas de répondre plus ou moins à sa question. C'est pour le problème de résoudre avec, en mettant des infinis un peu. Mais dans R1, c'est un star. La trace, c'est totalement l'inverse. Ça dépend si tu t'attends soit le gradient soit petit ou soit grand. Oui, mais justement, la convexité va te faire diminuer le gradient. C'est ça ce que te dit Bernstein. La convexité va diminuer le gradient. Donc ça devrait permettre, mais là je me souviens plus comment on fait l'estimation à l'infini locale dans Randall-Lyon sous Ganidis. Une fois que tu as un petit peu cet argument-là, après, la convexité qui est d'autant plus importante quand Q est grand, doit te permettre justement de faire diminuer le gradient. Si tu pars d'une mesure initiale qui est singulière en gradient, évidemment, il faut déjà que cet effet puisse se manifester. Oui, exactement. Donc c'est pour ça que l'estimation à l'infini, il faut que tu arrives à tout de suite dire, je vais être dans l'infini log ou quelque chose comme ça. Pour pouvoir amorcer la pompe. Il y a un article récent de Porta et Soisois sur le plus grand public qui verra que les données sont plus efficaces que ça ne part. Nettement. Ah non, mais je ne dis pas que c'est pas délicat. Il est loin d'avoir résolu les questions qui se posaient. Il a aussi des problèmes de temps d'attente, qui sont des super problèmes de contrôle optimal. Et il y a beaucoup de problèmes ouverts. En dehors du fait qu'on n'a pas la régularité. Je sais que tu as fait des programmes de régularité, on aimerait vraiment savoir si ces solutions sont continues pour être ça nous ferait vraiment plaisir, ça simplifierait un certain nombre de démonstrations. Déjà, avoir la régularité nous serait très bien. Laurent. Pour aller dans le cas, si on entend Q est plus grand que la DSS a disparu, donc on dispose plus de son microscope pour mettre sous les bonnes solutions. Donc qu'est-ce qu'on sait alors en fait? À part qu'il existe une trace. Par exemple, si Q est plus grand que N plus 1 sur N, normalement dans Rn ça va éliminer les ensembles singuliers qui seraient portés par des droites. Alors, on a simplement changé la dimension. Donc il doit y avoir sous-jacent, il y a sûrement l'argument de dire qu'un ensemble fermé, ou qu'il ne soit pas